92 et on a aussi différence entre les rescapés et les orphelins et les veuves. Hako addi peccora hande ko dum don min jidi artude historique au complet avant eden payana règlement. Et ce qu'on dit que les événements survenus en Mauritanie entre 1986 et 1991 ont commencé par la publication du manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés par les forces de libération africaines qu'on dit les Flammes. Nous, en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, on suivait de loin nos aînés, qu'on voyait en tout cas dans le cadre des organisations politiques, mais ces organisations politiques étaient des organisations clandestines. Donc, ces organisations qui se sont regroupées dans le cadre, je dirais, en 1983, pour créer ce qu'ils ont appelé les forces de libération africaines. Il a publié un document, le manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés. Même si on n'était pas acteur, parce qu'on était dans l'armée, on était astreint à la neutralité par rapport aux actions politiques. C'est théoriquement, c'est ce qu'on imposait, sauf ceux qui ont pris le pouvoir et qui avaient les commandes de l'État. Donc on les voyait de loin. Mais ce qui s'est passé en 86 par rapport à l'arrestation des Flammes a impacté sur la vie aussi que des militaires, comme j'ai dit tantôt dans ma présentation. Et que des officiers ont pensé que cette situation aussi n'était pas acceptable. Parce que on vivait des inégalités, on vivait des discriminations, on vivait des injustices, et que ça concernait toute la vie nationale. Bien que les militaires soient astreints à s'organiser, mais par amitié, par rapprochement, par proximité, les militaires aussi se sont organisés. Se sont organisés dans le cadre de réfléchir par rapport à la situation du pays, comment aussi amener aussi leur contribution pour le changement. Parce qu'on sait que la politique nationale n'était pas juste, il n'y avait pas de démocratie. Mais dans un premier temps, les aînés qui s'étaient organisés dans un premier temps ont été dispersés parce que beaucoup parmi eux étaient à leur chose, mais on les a affectés parce que les renseignements, peut-être, avaient souhaité quelque chose, avaient eu écho de quelque chose. En 1987, les choses se sont accélérées. Les gens ont pensé que ça, vraiment, cette situation, qu'elle était intenable. Les civils étaient arrêtés et que l'exclusion s'accentuait de plus en plus. Donc ça touchait de plus en plus aussi l'armée. On voyait qu'au niveau des avancements, au niveau de la vie militaire, où c'était le français qui était la langue de travail, la langue de formation, cédait la place de plus en plus à l'arabe. Et que des échecs qui étaient incompréhensifs se passaient. Les gens se sont organisés clandestinement parce qu'il n'y avait pas la démocratie.
Mais avant de passer à l'action, il y a eu des dénonciations, il y a eu des fuites. Donc, ce qui s'est passé en 87, les gens ont été arrêtés avant l'action. Si je parle par exemple de mon cas, moi j'ai été arrêté le 22 octobre au matin. Et on nous avait accusé qu'on voulait passer à l'action la nuit. Donc, il n'y a pas eu ni de début d'exécution d'une action, ni d'une action irréversible, ni quoi que ce soit. Et que, après l'arrestation aussi, comme l'action n'était pas arrivée à exécution, rien n'a bougé. Mais on a été arrêté, torturé, et que les aveux ont été extirpés sous la torture. Et on nous a accusés de chef d'accusation. C'est atteinte à la sécurité de l'État, exécution et dévastation des populations. C'était ça le chef d'accusation sur lequel on nous a jugés. On a eu droit quand même à la défense. Les avocats se sont constitués. Et beaucoup d'entre nous, lorsqu'on a dit de payer leur avocat, en tout cas, moi, je faisais partie de ceux qui ont dit tout est arbitraire et que je ne prends pas d'avocat. Et beaucoup aussi ont dit qu'ils ne prennent pas d'avocat. Donc, c'est l'État qui a pris sur lui de prendre des avocats pour nous défendre. En ce moment, c'était encore, on n'était pas encore arrivé à la généralisation de ce qui s'est passé en Mauritanie par rapport aux arrestations arbitraires, par rapport aux tueries et autres. Des avocats, toutes nationalités confondues, ont eu une même consigne au niveau de la défense pour plaider notre innocence, pour plaider que l'action qu'on nous a accusée, qu'il n'y a pas eu début d'exécution, qu'il n'y a pas eu quelque chose en acte matériel qui montre que ceci était irrévocable. Mais qu'empêche, on nous a jugés en flagrant délit. Et il y a eu qu'on a prononcé 3 peines de mort, dont Bassédi, Sissédou, Saramoudou, qui ont été exécutés le 6 décembre 1987 à l'aube. Il y avait 18 qu'on a condamnés à la peine à perpétuité, dont moi je faisais partie. Et il y a eu d'autres peines de 20 ans, 10 ans de réclusion criminelle. On nous a pris, nous tous, on nous a mis avec les civils des Flammes qui étaient arrêtés une année auparavant, en 1986, qui étaient à la prison civile. On nous a mis ensemble pour nous amener à Walata. Et arrivé à Walata, on ne vivait pas une prison normale. Lorsqu'on est arrivé, c'était un fort qui était à 1200 km de Nouakchott, à 600 km, ou bien 500 et quelques kilomètres de Néma. Même si tu laisses la personne libre, elle n'a pas là où aller, elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas partir. On nous a mis dans ce fort. On a trouvé qu'ils ont fermé toutes les fenêtres.
le président Mokhtar Dada, c'est lui qui était là-bas. Ils l'ont déménagé de là-bas pour l'amener à la préfecture de Walata, donc dans la ville. Nous, on l'a remplacé dans la prison, dans le fort de Walata. Ils ont fermé toutes les fenêtres et on était dans des situations d'exception. Là aussi, par les tortures physiques et morales, par la privation de nourriture, par le manque de soins de santé. Lorsqu'on a fait 3 mois, presque la moitié était alitée, était malade. Doyen. C'est ça qui a fait que... Oui. On a coupé dem. Au fait, je veux, avant que Bernardon, là où on vous a mélangé avec les prisonniers civils, c'est là qui a donné acte pour lui de Wandeko. Vous étiez un allié armé des civils des Flammes. Donc, don jinnomi wadde éclaircir holno be dendiniri mon habe nayi mon fof habe mbayi wadde odo mouvement pour wiide wonde ko onon gonno les alliés militaires des Flammes. Alors qu'on en est c'est-à-dire que lorsqu'on a jugé les militaires et que la sentence est sortie le 3 décembre 87, le 6 décembre, ils ont exécuté les 3 peines de mort. Donc, ils ont pris ceux qui étaient condamnés à Jérida, ils ont dit qu'il était l'aile militaire des Flammes. Donc, on nous a mis ensemble pour nous amener à Walata. Et même dans nos interrogations, à chaque fois qu'au niveau de torture, ils mettaient l'accent sur 2 points. Ils nous disaient que de parler des éléments de flamme, et deuxièmement, que nous sommes des kafrs, nous sommes des alliés de l'Israël. Ces 2 points, c'était que des accusations qu'ils portaient sur nous et qui étaient infondées. Parce qu'il n'y avait aucun lien entre même les militaires qui étaient organisés d'ailleurs et l'organisation des Flammes. Aucun lien. C'est dans la voiture au niveau du centre émetteur où on s'est retrouvé. C'est là-bas où beaucoup de gens d'ailleurs sont connus. Sauf ceux qui étaient parents ou bien qui étaient dans la même zone, qui se connaissaient au lycée ensemble ou bien autre chose. Ou bien, en tout cas, dans des activités quand même, hors d'activités politiques. Mais au niveau organisationnel, c'était une accusation infondée, une accusation fausse, mais qui a alimenté leur chef d'accusation pour châtier, pour frapper fort, pour tuer. Donc lorsqu'on se retrouvait aussi à Walata, c'est-à-dire que les conditions de détention, c'était des conditions inhumaines. Les chefs de fort qu'on a amenés là-bas, les religieux qu'on a amenés là-bas pour nous surveiller, ils nous disaient qu'on vous a amené ici pour mourir à petit feu. Et que tout celui qui meurt ici, on va mettre message, il est mort de diarrhée. Et tout celui qui franchira la porte, pour quoi que ce soit, il sera flingué. On était là-bas, c'est nous-mêmes qui allions, le fort est sur une colline, à peu près de 800 mètres. Le puits était au niveau de la bata en bas. On nous prenait là-bas aussi pour aller faire des travaux. Des travaux parfois
pour arroser des jardins qu'ils ont fait à l'école, un jardin de, je crois que c'était l'UNESCO, comme c'était une ville ancienne. On allait arroser les plantations là-bas, ou bien on les réquisitionnait pour casser les pierres, pour faire sous forme de route du fort jusqu'à la ville. Donc une forme d'exécuter la tâche de travaux forcés. C'est là où beaucoup de gens ont perdu leur force, leur santé, victimes de scorbut, victimes de nerfs sciatiques, victimes de corps seulement qui sont gonflés, de beriberi, victimes de ver de Guinée qui s'est attaqué parce que l'eau n'était pas potable. L'hivernage, l'eau rentrait dans les puits et puis qu'il n'y avait pas d'hygiène au niveau de santé pour nous donner une eau normale. Au niveau de la nourriture, il y avait des denrées là-bas qu'ils avaient amenées pour le CSA. Il y avait la pluie. Les populations ne pouvaient plus manger ça. C'était destiné aux chameaux. C'est ça qu'on a pris à la place. Pourtant, on est venu, lorsqu'on venait, il y a le croissant rouge qui nous a donné beaucoup qui a donné en tout cas aux prisons, au service des prisons, beaucoup de denrées, parce que les voitures étaient remplies, nos voitures, on était assis sur des sacs de riz et autres. Mais arrivé là-bas, ces sacs de riz, c'est eux qui savent où ils ont amené ça. À la place, ils nous ont amené du riz pourri qui était destiné aux chameaux. Au moins, c'est dit que le riz, on prenait une barrique, on mettait de l'eau, on versait un sac de riz dedans. Comme ce qu'on appelle le gossi chez nous, là, la bouillie. Sans sel, sans huile, sans condiment, sans rien. Quand on vous amène ça, ça pue. Ça sent l'odeur. Mais avec la faim, tu es obligé quand même de remplir ton ventre. Tu ne peux pas remplir d'ailleurs parce qu'un petit plat qu'on amène pour 8 personnes. On partait puiser de l'eau, on revient, on donnait à chacun de nous la quantité d'un pot de Gloria pour une journée. Et l'eau qu'on avait amenée était destinée aux prisonniers de droit commun qui étaient avec nous là-bas, qui étaient dehors. On puisait pour eux. Les chambres étaient fermées. C'est une seule chambre d'ailleurs qui faisait à peu près 20 mètres de long et à peu près 4 mètres de large. On faisait tout à l'intérieur. Même les toilettes étaient à l'intérieur. On le faisait sans eau, sans... Donc déjà à 4 mois, 5 mois, c'était inhumain. C'était intenable. Et les gens tombaient par maladie, comme j'ai dit tantôt. Et là-bas aussi, on a eu à perdre 4 personnes. Bon, ça c'est par rapport en tout cas à cette prison au niveau de la prison de Volata. Et à partir de fin 88, début 89, lorsque il y a eu la crise au niveau de Jawara par rapport à la déportation, quelques mois avant ça, on a amené les civils à Ayoun. Nous, les militaires, on est restés à Walata. Les premières visites
qu'on a reçu à Youn, parce qu'après, nous aussi, les civils, je crois, c'était moi, leur stratégie était qu'ils vont ouvrir, parce que lorsqu'il y a eu des morts à partir de août, le 26 août, qu'on a eu le premier décès, 1er août 88, il y a eu une alerte au niveau des organisations internationales des droits de l'homme, Amnesty International, FIDH et tout ça. Il y a eu les conditions de détention étaient déjà, il y avait des dénonciations partout, et qu'on avait même accusé que ils ont dit que les prisonniers voulaient fuir parce que à un certain moment on vivait tellement une situation de promiscuité, on était tellement sale, plein de poux. Quand tu mets même tes habits sous le soleil, c'est les poux qui vont déplacer les habits. Quand on partait pour prendre de l'eau, on mettait nos habits sous le soleil pour que les poux puissent sortir, parce qu'on ne pouvait pas les tuer comme ça. Et que tout ce qu'on avait comme habit, le régisseur avait pris ça, avait confisqué ça. Chacun n'avait que la tunique qu'il portait. Donc on était devenus comme des... Bon, on ne peut pas dire comme des inhumains, mais vraiment, c'était ça quand même. Oui. Ok. Je crois que... Donc lorsque nous a amenés à Youn maintenant, c'est là-bas où il y a eu le problème que ça a éclaté à Djabara, le problème entre éleveurs Paul et cultivateurs Soninké à Djawara. Et qui a été l'étincelle qui a provoqué les déportations, les problèmes qu'on dit sénégalo-mauritaniens. Dans un premier temps, les Sénégalais qui étaient déportés, qui étaient ramenés chez eux, mais dans un deuxième temps, la Mauritanie s'est retenue sur ses fils pour les déporter. Ça, les Alias font partie des victimes de ces déportations. En ce moment, il était tout petit, mais leur famille faisait partie des gens qui étaient déportés au Sénégal. Et ça, en 89, si on dit qu'un incident entre éleveurs Peul et cultivateurs Soninké provoque un incident diplomatique entre le Sénégal et la Mauritanie, parce que les éleveurs étaient mauritaniens, Peul, les cultivateurs étaient sénégalais. Et qu'on retourne à déporter des centaines de milliers vers le Sénégal et le Mali, de Noirs mauritaniens. Donc ça aussi qui a alourdi en tout cas la situation de violation et de crimes envers les Noirs. Et ça n'a pas suffi, ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque ces gens ont été déportés, des villages ont été détruits, des terres ont été confisquées, de l'état civil a été détruit. Tout celui qu'on déportait, on lui confisquait ses biens et on détruisait son état civil. Ils se sont retournés aussi contre ceux qui étaient restés encore, les cadres militaires qui étaient restés, pour leur accuser aussi de complot qu'ils voulaient compléter. C'est là où il y a eu des pogroms en 90 et 91. Ça a commencé par des arrestations au niveau de Alec, des théories à Azlat, extrajudiciaire. Et tout ce qu'on a arrêté, on les a menés à Nouakchott et à Nouadhibou.
et que l'intenable est arrivé la nuit du 27 au 28 novembre 1990 avec la pendaison de 28 militaires noirs pour montrer l'exemple que ces Noirs ne sont pas mauritaniens et que cette barbarie inhumaine montre en tout cas comment des frères d'armes pouvaient se retourner contre leurs des concitoyens pour les traiter comme des riens, comme des animaux. Donc c'est ça qu'en tout cas où il y a eu le paroxysme des tueries extrajudiciaires. Ce n'est que lorsque Saddam Hussein qui a attaqué le Koweït d'Irak, si c'était pas que le soutien de la Mauritanie à Saddam Hussein et que Saddam Hussein a perdu face aux alliés, peut-être ce qui s'était passé en Mauritanie, ça allait être encore pire que ça. Parce que ceux qu'on avait arrêtés, les militaires qu'on avait arrêtés en 90-91, si on les avait jugés, ils allaient tuer encore beaucoup plus que ceux qu'ils ont tués dans les prisons. Et qu'ils allaient ils voulaient organiser un procès à Ouadnaga pour juger ces militaires-là qui sont arrêtés en 90-91, pour leur dire qu'on les a arrêtés par complot de coup d'État parce qu'ils voulaient s'attaquer à leur caserne et à l'autorité et faire un coup d'État encore imaginaire. Heureusement que Saddam Hussein a perdu la face avec son attaque de Koweït et que la Mauritanie a perdu son soutien au niveau international qui était le bassisme, qui était allié au bassisme mauritanien, qui avait infiltré tout l'appareil de l'État et qui constituait la force armée de l'État de Mauritanie contre l'élite et les citoyens négro-mauritaniens. Donc, en tout cas, c'est ça le contexte qui s'est passé entre 86 et 91. Des accusations, de fausses accusations, des accusations fallacieuses, des arrestations arbitraires, procès illégaux, des fausses accusations, des déportations, des théories extrajudiciaires, des pogroms. Si tu regardes cela dans le cadre de la commission de ces actes, tu dis que c'est bien un génocide qui était programmé ici. Parce que tout était médité, tout était prémédité. Je ne peux pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de choses, de points à l'intérieur qui justifient que tout ce qui est fait de 86 jusqu'à 90-91, c'était un programme prémédité. Je vous donne seulement un simple exemple, un simple fait qui justifie cela. En 1985, la Mauritanie a envoyé une promotion de sous-officiers pour être formés dans le service de renseignement français en 1985. Ça, c'est avant que les éléments de flamme ne soient arrêtés. Donc, ça, c'est normal parce que une armée aussi doit avoir un service de renseignement fort, un service de renseignement bien formé. Lorsqu'ils sont revenus,
on a affecté ces gens dans les différents services de l'armée, là où ils devaient servir. Lorsqu'il y a eu l'arrestation, ou bien lorsqu'il y a eu des informations sur la publication du manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés en 2086, janvier, février 86, avant leur arrestation, on a voulu utiliser les négro-africains parmi ces éléments-là pour faire l'espionnage au niveau de certains négro-mauritaniens, de certains cadres négro-mauritaniens. Surtout au moment où le document du manifeste des négro-mauritaniens opprimés a été publié, a été diffusé au niveau du sommet de Bujumbura, en Burundi, le sommet France-Afrique. Donc c'est là-bas que Montréal a appris. Donc ils ont voulu utiliser les éléments négro-africains dans les renseignements pour faire de l'espionnage de leurs parents. Et que je vous dirai un cas, sans citer le nom, mais qui est révélateur. Le chef du B2, à cette époque, a convoqué un sergent qui était dans de cette formation. Il l'a amené chez lui et lui a donné le document qu'ils disent le pamphlet du manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés. Il a dit de lire. Lui, il est parti pour faire ses courses. Il est revenu 2 heures de temps après. Il a dit au monsieur, au sergent là, est-ce que tu as lu le document? Il a dit oui. Oui, j'ai lu le document. Il a dit que tu as vu ce document-là? Ceux qui l'ont écrit, ça c'est des fils des tirailleurs sénégalais qu'on a pris dans notre pays, qu'on a donné la nationalité, qu'on fait vivre à l'aise et qu'aujourd'hui qu'ils veulent se retourner contre nous. Ce que je te demande aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus porter la tenue. On va te donner l'argent qu'il faut. Tu vas partir au Sénégal. Et tu vas espionner au niveau des autorités sénégalaises pour voir quelles sont ces autorités sénégalaises qui soutiennent ces gens-là. Ça, c'était en 1986. Cet élément-là fait partie des premiers à quitter la Mauritanie comme exilés. Mais ils ne pouvaient pas le faire d'une manière ouverte. Sinon, c'est les renseignements de l'armée. On pourrait l'arrêter et l'accuser de tout et de rien pour l'éliminer. Donc, c'est le même élément a voulu pour dénoncer. Lorsqu'il a voulu alerter l'ambassade de France, c'est l'attaché militaire même de l'ambassade de France qui est venu le dire aux autorités, à l'état-major de Nouakchott, ce qui a fait, il a fui la Mauritanie. Donc, pour vous dire seulement, ça c'était en 2086. Ça veut dire tout ce qui est fait, c'était quelque chose de prémédité. C'était quelque chose d'organisé. Donc, si aujourd'hui, on dit que c'est une tentative de génocide ou bien c'est un génocide, c'est bien fondé. Mais malheureusement, vous savez, notre lutte est très difficile.
Doyen, mais Je ne vais pas commenter à ce niveau. doyen, Nos problèmes internes qui font que mais ces questions-là n'arrivent pas à trouver encore même cette dimension légale sur laquelle il doit se reposer. doyen. Ça, c'est le volet contexte. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais quand même, je vous donne seulement des éléments d'information. Ok. Alia, ouvre le micro, s'il te plaît. Oui. Avant la grâce présidentielle, mais si qui nous quand il va nous confirmer avant de mettre le dernier volet. Ngidim tam so gasni mbelma deuxième volet o Adam kon mbidani yimɓe ngarte pularo min mam arten sur des points saillants tan joni dokkatum tan o waɗa oɗo ho gas après on revient sur des questions pour que yimɓe mbaw famde joni an aɗa wawi wadde résumé en pular kanko fofto parce que dernier volet heddi won le volet de le règlement du passif de 2007 jusqu'à 2025. Ok. Min be sikki kank il est le témoin Ngandao c'est un témoin oculaire qui a eu vraiment comme Nembini ils étaient condamnés à perpétuer kambe e potano yal toute prison ba waybin mak potano yal toute prison ton ponno heddade mais hayndir jaltinande les gens ne peuvent pas imaginer famille mabɓe mbawa famdi kal jammo ko nyalawmo bojji ko nyalawmo durant toutes ces longues années neɗɗo waw jogade en haqqil mum ha waw rende ɗum ɗo fof ha waw artude en won témoin oculaire en haal mbeɗa sikki ɗum ɗo fof yimɓe mbiya ɗum tan ko dokke Allah wona neɗɗo fof wawa ɗum e bangi goɗɗo kedi ko haalko ɗo kalko wiite documentation hande jeeya e yimɓe mo ganduɗa ɓe hande waɗɓe ha document woodi parce que nden yimɓe kalantan mais il fait partie de ceux aujourd'hui qui ont élaboré une documentation afin de pouvoir justifier ko yimɓe kalat ko donc je pense que yimɓe en mbawi jaggude oɗon bangi parce que o jagginimon guil fuɗɗi tan ha guil 85 bon guil 85 tan ha 91 ɗum ɗon mbeɗa andi étape fof haalam e kedi kala étape kalaɗo hen neɗɗo andu oɗo étape kalaɗo wona hunde mo ganduɗa ko inventant wona hunde mo ganduɗa neɗɗo haal tan poɗo yimɓe gandu mais ko hunde mo ganduɗa ko wuura par ce que min kawam biteɗo Job Bokar kanko mo andi no way hande e wuura men tekan et pourtant c'était un brillant soldat, c'est un brillant militaire. Mais aujourd'hui, ça y est, comme je l'ai dit, j'ai un autre regard vis-à-vis de lui. Bon, mbeɗa sikki tan hande sen dañi kan Mamadou Alseyne waw artude hen wona hunde wemde yo yimɓe ketta tan gandu ko ganduɗa ko won quintessence o par ce que won question ngaji aroɗi mo ganduɗa ɗe ma ɓeyde famminde yimɓe holko saabi o won élément moteur e nder ko wiite ko le dossier du passif humanitaire holko saabi o won le cordon ombilical e nder document holko saabi kadi o won une personne gênante e dossier passif humanitaire ɗum ɗon fof mbeɗa sikki ma yimɓe garten Adam ruttinma konngol ngol. Wadde Alia, merci beaucoup. Min calminima mar donc min keddora dernier volet tan comme ça mbawa uddide micro ma heddoɗo tan doyen joni dernier volet o woni volet le règlement du passif là de 2007 à 2025 holto yarate e holto gummorɗon holto puɗɗorɗon ha battuɗon ha nawɗon dossier o Genève que ça soit Vienne que ça soit Gambie que ça soit États-Unis un peu partout e holto yarte to yarte joni ɗo e hol yewtitteɓe ɗum est ce que oɗon hen walla on ngala hen e mani jaltuɗon e dossier walla mani jaltina ɗon e dossier o. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce contexte qu'on a dit entre 86 et 91, lorsque les gens commencent à être libérés, bon, nous on les a libérés le 7 mars 91, c'était par grâce présidentielle. Et on n'y croyait pas, on était en train de jouer un jour à la belote, d'autres étaient sur le jeu d'échecs, jeu de dames, d'autres sur de lecture.
Radio France Internationale annonce il n'y a plus de détenus politiques en Mauritanie. Ça, c'était le 7 mars 91. Après, progressivement, les gens qu'on avait arrêtés en 90-91, qui étaient dans les prisons là-bas, on ne pouvait pas les libérer immédiatement parce que beaucoup d'entre eux étaient dans des situations de locaux difficiles. Mais dès que les gens sont sortis, donc à partir d'avril, presque que tout le monde est sorti, avril 91, en novembre 91, les gens ont commencé à s'organiser. Parce que dès avril 91, on a commencé à regrouper des plaintes, à regrouper des témoignages par rapport à ce qui s'est passé, à faire des listes. Quels sont les gens qui sont restés, qu'on n'a pas revus? Parce que tout celui qui n'était pas sorti, qui était arrêté, qui n'est pas sorti, ça veut dire qu'il est mort. Soit il est mort devant ses amis où il y a eu témoignage, soit il est mort sans témoignage, mais quand même on constate qu'il n'est pas revenu, donc il est mort. Donc ces plaintes ont été, ces témoignages ont été rassemblés. Les premiers éléments organisés dans le cadre des droits de l'homme, les maîtres Fatima Mbaye, les Camara, Cheikh Sadbou Camara, les maîtres Djabira, les Brahim Ebiti, il y a des collectifs, un collectif d'avocats forts qui s'est constitué, un collectif des médecins, les Dia Al-Hussein et autres, les Ba Mohamed Lamine, et d'autres collectifs comme le collectif, le comité de solidarité aux veuves, pour aider les veuves à se reconstituer parce que c'était beaucoup, parmi elles, des jeunes femmes qui étaient encore très jeunes, avec des enfants à petit âge, ou bien certains même qui sont nés après la mort de leur père en prison. Donc tout ce monde-là s'est organisé. Il a commencé à y avoir des plaintes. Agir ensemble pour les droits de l'homme est venu en Mauritanie pour accompagner les gens. Au niveau des réfugiés, c'était un peu plus loin de nous parce que nous on était à l'intérieur du pays, mais quand même il y a Human Rights Watch qui a eu à faire 3 missions pour documenter ce qui s'est passé. On ne pouvait pas tout documenter, mais quand même pour documenter la majorité en tout cas de ce qui s'est passé comme déportation au niveau du Sénégal. Les déportations au niveau du Mali, il y avait peu d'archives parce que les gens ont beaucoup plus emprunté la route de l'autre côté et que le Mali, il n'y avait pas de représentation de HCR au niveau du Mali. Donc, dans un premier temps, donc ça manquait de visibilité. Mais toutes ces plaintes réunies, le collectif des avocats a voulu porter plainte au niveau de la Cour suprême. Et parallèlement à ça, il y avait la conférence mondiale sur les droits de l'homme qui était organisée à Vienne en fin juin, début juillet 1993. Et que les victimes, certaines victimes ont été appuyées avec certains acteurs politiques et certains acteurs de droits de l'homme. En ce moment, c'est le RFD qui était le parti en tout cas le plus fort au niveau de l'opposition, l'EFD. Et ils avaient un sénateur qui était Koïta de Kaïdi, comment il s'appelle encore? Vous m'excusez, comme j'ai un peu oublié ton prénom, mais Koïta. Koïta, voilà. Et de Kaïdi, c'est. Hein?
Diane Koïta ou bien? Tidjane Koïta, merci. Tidjane Koïta de Kaïdi. Avec Bamoud Alassane, avec les gens qui étaient en Europe comme les Lo Gourmand et autres. Et les veuves, la mère Houley, présidente du collectif des veuves, et le président du collectif des rescapés qui était Lomoussa Mam, et comité de solidarité aussi qu'il y avait, j'ai oublié qui était parti, mais en tout cas, tout ça c'était une forte délégation qui a quitté la Mauritanie pour participer à la conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne en 91. Parce que cette conférence, ça a été un tremplin pour redéfinir en tout cas l'organisation des Nations Unies par rapport aux tueries, aux disparitions forcées et par rapport à la réorganisation et à la mise en place du Haut Conseil des droits de l'homme qui était adopté au niveau de cette conférence. Et l'adoption d'un certain nombre de rapporteurs spéciaux sur les droits des femmes, sur les théories extrajudiciaires et sommaires, et tout ça. Donc, lorsque cette délégation est partie, et que les avocats au niveau de Mauritanie étaient organisés et ont préparé des plaintes contre les tortionnaires et les bourreaux, la Mauritanie a voulu avancer pour que s'il y a une condamnation au niveau de cette conférence, au moins qu'ils aient protégé leurs bourreaux. C'est là où certains députés ont proposé une loi d'amnistie. C'est la loi d'amnistie 93-23 du 14 juin 1993. Mais cette loi, au départ, était proposée par le député de Chingiti. Non, le député de Frédéric. Et qui avait un objectif beaucoup plus noble parce qu'il demandait à ce qu'on puisse mettre en place, en tout cas, des procédures pour pouvoir indemniser les veuves, indemniser les rescapés, chercher une solution à l'amiable de dialogue pour régler ce problème-là. Mais d'autres, des députés beaucoup plus, des faucons au niveau du PRDS, ont repris cette proposition pour faire cette loi d'amnistie pour protéger les bourreaux. Pour dire que tout ce qu'on fait des actes de torture et de tuerie durant la période d'exception sont protégés par cette loi d'amnistie. Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les groupes armés qui étaient organisés, parce qu'on sait qu'il y avait des groupes armés aussi. Il y avait des personnes aussi qui étaient mobilisées par des groupes politiques ou bien par les renseignements pour participer aux théories, pour participer aux déportations, pour participer à tout ce qui s'est passé en Mauritanie comme violation et des crimes. Donc, lorsque cette loi d'amnistie a été promulguée, ça veut dire que les recours internes étaient épuisés, si on peut dire comme ça. Donc, il ne restait maintenant qu'à poser le problème au niveau international parce que au niveau des juridictions mauritaniennes, il disait que toute plainte relative à ces questions-là était irrecevable au niveau de la Mauritanie. C'est en ce moment que certaines associations de droits de l'homme ont commencé à déposer des communications, des plaintes au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme du peuple, ça dans un premier temps. Donc entre 1993 et 2000, il y a eu pas mal de communications qui ont été, sous forme de plaintes qui ont été déposées à la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Et à la 17e session de la Commission africaine à Alger, en 2000,
la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple a pris une résolution. Cette résolution reposait sur 6 points. Il y avait la question de l'esclavage dedans. Les autres questions, c'était des questions liées à la discrimination en Mauritanie, c'est-à-dire la déportation, l'état civil, c'est-à-dire tous ceux qui avaient perdu leur problème d'état civil. On point là-dessus. Les problèmes fonciers, mais aussi, il se prononce aussi sur la loi d'amnistie 93-023 pour dire que cette loi d'amnistie, qu'elle est irrecevable dans le cadre du droit pénal international. Parce que le droit pénal international ne peut pas accepter d'amnistier des bourreaux, d'amnistier de ceux qui ont commis des crimes. Donc c'était là la première action qui désavouait en tout cas le refus de la justice en Mauritanie par rapport à cette question des passifs volontaires et de déportation. Bon, mais comme si en ce moment c'était le régime d'exception, les choses se sont restées comme ça. Jusqu'en 2004 aussi, la Mauritanie aussi a été examinée par le comité contre les discriminations raciales de Genève, des Nations Unies. Et que durant cet examen, les rapports alternatifs, parce que le mécanisme de dialogue interactif au niveau des Nations Unies, quand un État doit être examiné, l'État fait son rapport, mais aussi la société civile, les INDH, c'est-à-dire les institutions nationales des droits de l'homme, les partenaires onusiens, les partenaires des droits de l'homme, font le rapport aussi sur la situation sur laquelle l'État doit être examiné. Donc en 2004, le CERD, c'est le comité contre la discrimination raciale, c'est beaucoup plus appesanti sur la question des réfugiés, parce que c'était beaucoup plus visible des gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas chez eux, et que l'opinion internationale ne pouvait plus accepter, en tout cas qu'ils continuent à rester dans ces pays comme le Sénégal et le Mali, et qu'ils doivent avoir le droit de retourner chez eux. Donc, ils ont pris une résolution là-dessus pour demander à la Mauritanie, en tout cas d'enquêter et de voir, d'accepter, d'organiser avec le HCR dans le cadre pour le retour de ces déportés. Et dedans aussi, ils ont parlé ici des problèmes de discrimination maintenant en Mauritanie, dans le cadre des problèmes linguistiques et autres. Bon, la question du passif volontaire n'était pas posée d'une manière claire au niveau de cet examen. Parce que c'était en 2004, Mouya était encore au pouvoir. Mais c'est dans mes recherches, lorsque je présentais mon mémoire sur le passif volontaire, en tant que pour le titre de coordinateur humanitaire de la solidarité internationale, c'est là où aussi dans mes recherches que j'ai trouvé que la Mauritanie a été examinée 2 ans avant. Donc la Mauritanie a été examinée en 2001 par ce même comité. Mais comme il n'y avait pas de communication sur ça, donc les parties prenantes n'avaient pas soumis de rapports alternatifs. Donc, l'examen de 2004 faisait suite à cet examen de 2001. Donc, ce sont ces 2 actions qu'il y a eu au niveau international, après qu'il y ait l'épuisement des recours au niveau interne par cette loi d'amnistie de 1993. Durant le règne de Mouya. Lorsque maintenant Mouya il y a eu le coup d'État, que Mouya est balayé le 3 août 2005. Bon, on ne revient pas sur comment ça s'est passé, c'est pas ça qui nous intéresse.
Là, il y a eu que la communauté internationale et notamment l'Union européenne, qui a dit que même si c'est un coup d'État, mais c'est un coup d'État qu'on peut qualifier un peu de positif. Donc l'Union européenne a pris le principe de vouloir accompagner la Mauritanie dans le cadre de la transition. Ils ont mis un ticket pour financer la transition. Mais ils ont mis aussi une condition en élaborant une feuille de route à 24 points, basée essentiellement sur les droits de l'homme, que la Mauritanie respecte. En tout cas, met en place un processus de règlement de ces questions de l'esclavage, de passivité alimentaire, de déportation, de foncier et tout ça, pour qu'ils financent et qu'ils accompagnent la transition. Mais cette feuille de route aussi, comme c'était au temps de la transition, Eli Ould Mohamed Val, qui était le président de cette première transition, a dit que lui, qu'il ne peut pas aborder les questions de passivité alimentaire, les questions de déportation, parce que lui, il est venu par coup d'État. Donc, il faut qu'il y ait un gouvernement, un président démocratiquement élu pour pouvoir s'occuper de ça. En quelque sorte, il a reconnu timidement, mais sans aucune action dans le cadre de ce règlement-là. Il a fallu que Sidi Ould Cheikh Abdallah arrive au pouvoir en mars 2007 pour que lui, qu'il fasse une déclaration le 29 juin 2007 pour déclarer que l'État de Mauritanie reconnaît en tout cas tout ce qui s'est passé contre ces négrophiles mauritaniens, tout ce qui s'est passé comme violation, et que l'État compatit à cela, et l'État s'engage, avant tout demande pardon aux victimes et aux ayants droit, et l'État se propose d'engager des discussions pour chercher une solution à cette question. C'est là où il a engagé son ministre de l'Intérieur, Yal, pour constater avant tout tous les acteurs au niveau interne de la Mauritanie, après de faire une tournée au Sénégal et au Mali pour voir les réfugiés, et qu'il a eu à organiser le 22 novembre 2007, les journées nationales de mobilisation, de concertation et de mobilisation pour le retour organisé des déportés et le règlement du passif alimentaire. Donc c'est là où il y a eu quand même une première action concrète que tous les Mauritaniens se retrouvent pour parler de cette question de déportés et de passif alimentaire, pour trouver une solution à cette question. Mais dans l'approche de l'État, malheureusement, à ce niveau aussi, ils ont voulu distinguer le retour des déportés et le règlement des passifs alimentaires pour en faire deux questions. Donc, concernant la question du retour des déportés, on peut dire que durant ces journées, il y avait eu un consensus de tous les acteurs nationaux sur cette question. Il faut qu'on organise le retour organisé de ces déportés, parce que c'est avant ça, depuis 1992, il y a ce qu'on appelait le retour Moïse Quota. Il y a plus de 35 000 qui sont revenus dans le retour Moïse Quota. Mais le retour organisé s'est enclenché avec Sidi Ould Cheikh Abdallah durant ces journées de concertation. Donc, et la question du passif alimentaire, malheureusement, durant ces journées, n'a pas trouvé de consensus. Parce que, je me rappelle très bien, c'était Maître Bal Amoutigen qui était le rapporteur de cette commission-là, durant ces journées. Et lorsqu'il y a eu débat jusqu'à terminer, ils sont partis faire leur rapport, ils sont revenus. On a eu droit à deux rapports différents. Un rapport présenté par un arabisant, j'ai oublié les gars, c'était qui, et un rapport présenté par un francisant qui était carrément différent. On a crié,
on a dit le rapport en arabe n'était pas conforme au rapport en français. Et que c'est le rapport en français qui doit faire foi, parce que c'est celui-là qui reflète les débats. On a crié et que ce forum-là a fallu éclater ce jour-là comme ça. A fallu échouer. Je me rappelle, il y avait des avocats, il y avait des sénateurs qui sont venus, parce que les déportés qui ont crié, nous, les victimes qui étaient là-bas dans la salle, on a crié. Ils sont venus pour nous approcher, pour nous amener dans une salle, pour nous dire que Sidi Cheikh Abdallah dit que la moitié de la salle ici, c'est des agents de renseignement qui sont là-bas. Si ce que nous disons, ce que nous réclamons, on pousse à cela, on va aller faire un coup d'État dans la nuit. Ça, c'était le 23 novembre 2007. Donc finalement, Yal, qui était le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui dirigeait cette conférence-là, ce forum, avec la facilitation de certains autres, en tout cas négro-africains, arabo-berbères et tout le monde de bonne volonté. Ils nous ont amenés à un consensus pour adopter le rapport final sur la question du parlementaire. Ils ont dit, voilà, que toute la salle accepte le retour organisé des déportés en mettant en place des commissions locales, régionales, départementales, régionales et nationales pour le retour organisé des déportés. Et en mettant en place aussi une institution qui va gérer le retour organisé des déportés, qui est l'ANER. Et concernant maintenant la question du parlementaire, qu'il faut une recommandation à ce que les Mauritaniens prennent le temps de discuter pour tirer dans la profondeur de leurs valeurs islamiques, religieuses et coutumières pour arriver à un consensus pour s'entendre. Et que la majorité de la salle demande la mise en place d'une commission indépendante dans le cadre de la justice traditionnelle. Et que l'État propose à ce qu'il y ait une commission administrative dirigée par un comité de l'État. Et qu'on doit travailler de voir comment intégrer ces deux propositions en une seule pour trouver une commission mixte. Donc c'est là où il y a eu ce consensus-là qui a été adopté comme ça dans le cadre du rapport final de ces journées de concertation sur le parlementaire en 2007, en novembre 2007. Mais malheureusement, c'est que moins d'une année après, ils ne pouvaient pas accepter que les militaires nous voyaient mal ce qui s'organisait dans le gouvernement de Sidi. Parce que le 28 janvier 2008, ça a été enclenché le retour organisé des déportés. Mais ils ne pouvaient pas l'accepter comme ça. Ça a fini par faire un coup d'État à Sidi, parce qu'il voulait aborder aussi la question des parlementaires. Aziz l'a fait le coup d'État le 6 août 2008. Donc c'est là où il y a, de 2008 maintenant jusqu'à aujourd'hui, on peut dire dans le cadre des règlements du parlementaire, nous vivons la même logique. Cette logique, c'est quoi? Parce que Aziz, lorsqu'il a fait le coup d'État, pour se légitimer,